Le 23 mai, Final Cut et Logic Pro débarqueront sur les iPads et iPad Pro les plus puissants, l'inauguration d'un nouveau modèle économique pour ces applis et peut-être un avant-goût d'une évolution majeure pour les réglages photo-vidéo à venir avec les versions 17 d'iOS et d'iPadOS. Ça me paraît pas être le credo de l'iPhone et de l'iPad pour l'usage commun. En revanche, pour un usage pro, oui, mais à ce moment-là, c'est dans une application pro, ça me paraît très logique. La rumeur de la semaine concerne la prochaine Apple Watch. On craignait la copie conforme de la série 9, mais il est désormais question d'un tout nouveau processeur hérité du A15. Alors pourquoi faire ? Si la nouvelle interface qu'on sent se dessiner demande plus de puissance, ça veut dire que certaines montres vont sortir. Je crains un peu ça en fait. La chute d'un leaker analyste 941, compte Twitter fermé du jour au lendemain, et un message d'explication plein de regrets et de détresse où il explique que sa sœur, qui lui fournissait des informations de première main, s'est fait licencier par Apple et il craint à présent des poursuites pour eux deux. Alors Apple a-t-elle relancé la chasse aux fuites pour éviter de voir sortir les surprises de côté pour le 5 juin ? On donne des informations fausses. Des fausses infos, ouais. Ouais, on sait à qui on les donne et on sait d'où vient la fuite, quoi. Et puis ne manquez pas le bonus hebdo exclusif sur patreon.com/iWeek. Cette semaine, où s'arrêtera l'augmentation de la taille des écrans des futurs iPhones, alors que la gamme iPhone 16 est annoncée avec des diagonales augmentées de 5 mm. Mercredi 10 mai 2023, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On est à J-26 avant la keynote du 5 juin et l'ouverture de la DubDub 2023 à l'Apple Park. Bienvenue pour cet épisode 136 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast indépendant de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Je suis Benjamin Vincent et j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui à ma droite, Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, tout le plaisir est pour nous. Je peux parler, je pense, flatteur. Je peux parler au nom de Fabrice. Bah attends, il n'a pas ouvert la bouche encore. Salut Fabrice Neumann. Bonjour mon capitaine, bonjour Gilles, je suis d'accord avec Gilles. Tout le plaisir est pour nous, absolument. Donc à ma droite, l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net, co-auteur d'iPod Backstage, le bouquin de référence sur l'iPod, et à ma gauche, celui qui est consultant et mentor en technologie sur son site pro-fusion-conseil.fr. Bienvenue à tous. Alors une partie d'entre vous nous écoutez sans être abonné et c'est d'autant plus dommage que c'est gratuit et que ça vous permet de ne rater aucun épisode. Alors sur votre plateforme de podcast préférée, cliquez donc sur suivre ou sur s'abonner, c'est tout ce que vous avez à faire. La version vidéo de cet épisode sera disponible dès jeudi sans pub sur patreon.com/iWeek et à partir de dimanche sur YouTube. On vous conseille aussi de nous suivre sur Twitter @iWeekNews et sur Mastodon @iWeekNews@mastodon.world. On est à l'écoute comme chaque semaine de vos messages avec le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. On attend évidemment vos réactions et vos questions dans un instant. L'événement de la semaine, c'est l'arrivée annoncée officiellement par Tim Cook de Final Cut et de Logic Pro sur iPad le 23 mai. C'était mardi, il était 17h19 heure française quand Tim Cook a tweeté « Final Cut Pro et Logic Pro arrivent sur iPad ». Le studio mobile ultime maintenant à portée de vos doigts. Et ce tweet est accompagné d'une vidéo d'un peu plus de 2 minutes qui donne un premier aperçu de ce qu'on pourra donc faire avec son iPad, en tout cas avec un iPad compatible à partir du 23 mai, puisque c'est la date de sortie officielle de ces deux applis. J'ai envie de dire surtout Final Cut qu'on attendait sur iPad depuis des années, en tout cas depuis le lancement de l'iPad Pro au moins. Hein. Je pense qu'on peut au moins revenir au lancement de l'iPad Pro. Et ça y est, on est enfin délivré de ce point d'interrogation et de cette forme d'incompréhension. On peut dire, Fabrice, qu'on attendait cette annonce au moins depuis le lancement des iPad Pro.
Bah oui, parce que le fait que ce soit des iPad version Pro, on s'attendait à ce qu'il y ait donc des applications Pro, et ça a mis du temps à venir. Ce qui est assez frappant, c'est que ce sont d'autres éditeurs qui se sont lancés avant Apple dans le domaine. À la dernière WWDC, en fait, Apple avait plus ou moins laissé glisser l'icône de DaVinci Resolve, qui est un autre soft de montage vidéo. On avait vu juste l'icône sur une capture d'écran d'iPad finalement, et puis c'était sorti, l'application est sortie un petit peu après. Et puis Adobe avec Photoshop avait aussi fait des démos de retouches photo sur l'iPad, etc. Et donc on était tous quand même très étonnés de voir que les applications professionnelles, j'ai envie de dire entre guillemets malgré tout, mais quand même, non finalement, Pro d'Apple n'était pas disponible sur l'iPad, alors même que Apple pousse beaucoup en disant l'iPad peut tout faire, etc. etc. On y reviendra, c'est-à-dire que l'iPad ne peut pas tout faire, justement. Gilles, c'était quand même très surprenant à l'époque de voir DaVinci Resolve être le premier soft de montage vidéo pro à débarquer sur iPad. Oui et non. Parce que Apple n'aime rien tant que laisser les autres défricher les marchés, regarder un peu ce qui va et ce qui va pas, et puis après, ils se lancent. Et puis, alors, peut-être pas avec DaVinci Resolve ou Adobe maintenant qui sont plus ou moins rabibochés, mais ils disent vous voyez bien, c'est comme ça qu'il faut faire, et comme ça que vous auriez dû faire. Donc il y a aussi cette carte-là, si tu veux, qu'on peut regarder, ou peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils sont en train de tout remettre à plat pour la version bureau optimisée processeur M. Et du coup, tout le monde ne peut pas être au four et au moulin. Donc il y a aussi cette hypothèse-là. Fabrice, c'est un point intéressant que soulève Gilles, parce que la version desktop de Final Cut et la version iPad sont pas les mêmes. Hein. Et non, pas tout à fait. C'est assez étonnant. Il y a des fonctions qui n'existent que sur la version iPad, de détourage de personnages pour remplacer le fond, détourage automatique. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on a vu déjà dans iOS 16 avec le détourage automatique. Là, on a vu pour créer des stickers, par exemple, dans iMessage. Pour faire une petite aparté, on rappelle que ça, c'est basé sur l'apprentissage machine, donc en gros l'intelligence artificielle, dont on dit souvent qu'Apple est un peu en retard sur le sujet, qui dépend des domaines dont on parle en termes d'intelligence artificielle. Il y a aussi le fait que la version iPad est capable de produire une vidéo verticale, donc en mode portrait plutôt qu'en mode paysage, mais de manière automatique, ce que la version pour Mac ne sait pas faire. Donc il semble que ça serait bizarre que la version desktop ne rattrape pas tout ça dans une prochaine version. D'ailleurs, en fait, quand on lit les petites lignes pour Final Cut Pro sur iPad, il y a marqué que pour passer un projet de l'iPad, un projet Final Cut de l'iPad vers le Mac, il faut une version de Final Cut Pro sur Mac qui n'est pas encore sortie. Genre 16.6.6, c'est-à-dire que c'est pas encore prêt, quoi. Qui va arriver finement observé. Donc voilà, il y a c'est pas tout ça avance ensemble, quoi, forcément. Bien sûr. Gilles, qu'est-ce que ça peut changer d'abord pour l'iPad que des applis comme Final Cut et Logic arrivent dessus, et puis qu'est-ce que ça peut changer, à ton avis, dans le rapport de force sur le marché des logiciels de montage vidéo? Parce que première d'Adobe, qui a quand même pris beaucoup de parts de marché à Final Cut ces dernières années, n'est pas dispo sur iPad, sauf erreur de ma part. Donc quelque part, Apple reprend l'avantage. Oui, Adobe a repris la main sur le marché du montage. Apple avait pratiquement arrêté de ramer. Donc c'est normal qu'Adobe passe devant. Il n'y a pas de secret par rapport à ça. Peut-être qu'ils se préparaient à repartir
de plus belle avec le processeur M. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient vraiment confiance dans leur capacité de disrupter, de changer totalement la façon de travailler sur le montage pour pouvoir se permettre ce genre de choses. Mais il y avait autre chose aussi, faut pas oublier. Donc Premiere, effectivement, n'est pas sur l'iPad encore, mais Adobe avait pris des parts de marché parce que disponible sur Windows. Et qu'il y a eu quand même une belle période pendant laquelle les Mac étaient chers et pas forcément si puissants que ça par rapport à des PC. Et donc il y a pas mal de pros qui sont passés du Mac, ils ont acheté des boîtes Windows pas chères parce que du coup il y avait Premiere dessus, avec tout un tas de gens qui avaient un discours assez simple qui disait Mac ou Windows, moi je passe ma journée entière sur Premiere. Donc, j'en ai rien à secouer, en fait. Je mets mon fichier sur un serveur après, quand c'est fini. J'ai pas besoin, quoi. En tout cas, voilà, c'était pour 2 fois moins cher, j'ai 2 fois plus puissant. Là, il y avait un effet ciseau très, très, très défavorable à Apple. Et c'est là où les puces Apple M1 et 2 et puis 3 un jour, ça change un peu la donne et ça redonne du poil de la bête à Final Cut, probablement. Bien sûr. Alors j'ai vérifié pendant que vous étiez en train de parler, parce que j'ai eu un petit doute, vous m'avez mis un petit doute à propos de Premiere sur iPad, donc j'ai vérifié comme toi Fabrice, mais comme en plus je suis abonné au Creative Cloud, j'ai accès à toutes les applis qui sont effectivement disponibles, et il n'y a pas de Premiere Pro en version iPad, il y a une appli qui s'appelle Premiere Rush, qui est une appli de montage vidéo, mais super light et destinée aux réseaux sociaux. Mais il n'y a rien qui soit l'équivalent. Ça, c'est un flop total. Il n'y a rien qui soit l'équivalent de Premiere Pro du vrai Premiere aujourd'hui. Et on sort du NAB, le salon de la vidéo à Las Vegas. Sans doute que si Adobe l'avait dans les cartons, là, à court terme, il l'aurait annoncé il y a quelques jours au NAB. Donc, on va dire que Final Cut rejoint DaVinci, qui a été le premier logiciel de montage disponible, présent sur iPad. Justement, à propos de pro, les professionnels avaient extrêmement mal pris l'arrivée de Final Cut Pro 10 qui avait, comme d'habitude chez Apple, enlevé un certain nombre de fonctions que les pros avaient eu beaucoup de mal à apprendre et intégrer dans le workflow. Ils avaient un peu mal pris aussi que le montage pro devienne aussi accessible. Donc il y avait eu une vague de protestation de la part des clients traditionnels, disant que Final Cut Pro était extrêmement cher, et Adobe a une nouvelle fois surfé sur la vague et accueilli les gens à bras ouverts. Il me semble qu'il y a eu une campagne où il y avait des rabais absolument indécents, voire du matériel donné. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'à un moment, Apple faisait la reprise des versions de Final Cut achetées par les nouveaux acheteurs de Premiere, il me semble. Je crois qu'ils remboursaient Final Cut à ceux qui l'avaient acheté pour ceux qui passaient à Premiere. À un moment, c'était longtemps. Alors, qu'est-ce que ça peut changer pour l'iPad en tant que device ils ont imposé l'iPhone Pro en tant que matériel de captation pour un certain nombre de choses chez les professionnels qui veulent voyager léger et faire des prises de vue. Pour la surface d'un écran de contrôle d'un appareil photo numérique qui capte de la vidéo, on a le dispositif de captation tout entier. Il suffit de rajouter une poignée, un micro externe, et on peut faire des vidéos de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus facilement qu'avec un appareil photo, soit un réflexe, soit un hybride, qui fait 1 kg, 1,5 kg avec tout son barda. Ils peuvent gagner davantage d'utilisateurs avec un écran encore plus grand, une facilité, une légèreté qui sera comparable. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, il y a
une nouveauté intéressante, très intéressante même dans cette version iPad et iPad Pro de Final Cut, c'est qu'on peut débrayer les automatismes du capteur vidéo, chose qui n'était possible jusqu'à maintenant qu'avec des applis tierces. Les applis Apple n'ont jamais permis, par exemple, de passer en mise au point manuelle, de changer l'ouverture du capteur et d'accéder à la colorimétrie. Enfin voilà, tout était toujours en mode automatique. Et du coup, on se demande si cette version de Final Cut ne préfigure pas une nouvelle liberté qu'on pourrait avoir avec iOS et iPadOS 17 pour d'autres usages qu'au sein de Final Cut. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice ? C'est difficile à dire. Donc en gros, il n'y a pas effectivement de mode pro pour la prise de photos ou de vidéos sur un iPhone ou un iPad aujourd'hui. Il faut utiliser des applis comme Halide, comme Obscura, des choses comme ça pour avoir accès. En gros, l'iPhone et Filmic aussi, l'iPad, Filmic pour Filmic pour Pro, vidéo, ouais. Tout ça, ils sont capables d'utiliser donc des modes plus manuels, plus complexes. Donc du coup, c'est difficile de savoir si. Alors ça me permet de rebondir sur ce que tu disais en ouverture, c'est que tu parlais de la vidéo de 2 minutes qui accompagnait le tweet de Tim Cook pour annoncer l'arrivée. Ce qui est marrant, c'est que en fait. J'aurais envie de dire que la vidéo dure beaucoup plus de 2 minutes parce que pour tout voir ce qu'il y a dedans, il vaut mieux la regarder image par image. Tellement il y a d'infos en fait. C'est vrai. Et sur l'interface notamment de Final Cut Pro sur iPad, dont le design a été complètement repensé quand même pour être tactile et avec le stylet aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses dedans. Et notamment ça. Et alors, le tout de savoir ça, je crois qu'on n'a pas la réponse si ce mode de captation, comme dit Gilles, va être réservé à Final Cut Pro ou ouvert à l'application de prise de vue, justement. Moi, je serais étonné qu'il le soit, en fait. Parce que... qu'il soit réservé ? Non, tu as raison de me reprendre. Je serais étonné qu'il soit ouvert. Je pense qu'il va rester à Final Cut Pro. Parce que sinon, on arrive... Il y a déjà, par rapport il y a quelques années, l'application appareil photo de l'iPhone et donc de l'iPad, c'est pas mal complexifié avec des options supplémentaires, avec les live photos, le choix du nombre d'images par seconde quand on prend une vidéo, etc. Et c'est déjà suffisamment complexe. Et après, tu peux aussi aller jusqu'à un nombre incalculable d'options qu'on a, par exemple, dans l'application d'appareil photo d'un Samsung, où justement, tu peux déplier tout un tas de menus et de sous-menus pour accéder à tout un tas d'options supplémentaires. Ça me paraît pas être le credo de l'iPhone et de l'iPad pour l'usage commun. Mais en revanche, pour un usage pro, oui, mais à ce moment-là, c'est dans une application pro. Ça me paraît très logique. D'autant plus que tu parlais de modèle économique, tu allais embrayer là-dessus. Quand on connaît la propension d'Apple ces dernières années à segmenter les gammes et les logiciels et les appareils en pro et grand public, ça m'étonnerait qu'ils se privent d'une occasion supplémentaire de faire une différence et de différencier leurs deux gammes. Ce qui me semblerait peut-être envisageable, c'est l'arrivée à échéance d'une version équivalente de Final Cut ou de Logic pour l'iPhone et singulièrement pour l'iPhone Pro. Après, il y a un problème d'interface, parce qu'il faut quand même... il faut avoir suffisamment de place sur l'écran pour loger une interface un peu complexe. Tout va se faire en drag and drop, donc sur un petit écran, c'est forcément beaucoup moins précis. D'où les rumeurs. Peut-être je tire par les cheveux, mais il y a une rumeur, on va peut-être en parler, d'écran plus grand pour de diagonale agrandie pour les modèles Max et Pro Max de l'iPhone, de la prochaine gamme d'iPhone. Donc c'est à voir, c'est sur la table, on verra si
si c'est avéré ou pas, quoi. Alors le modèle économique de ces applis, il est aussi nouveau parce que Final Cut a toujours été une appli qu'on achetait une fois pour toutes. Et là, la version iPad, on va devoir payer un abonnement, soit 4,99 € par mois, avec un mois d'essai gratuit, soit 49 € par an. Fabrice, Apple gagne pas assez d'argent avec les services, c'est ça ? Ouais, bon, c'est ce qu'on disait dans la quotidienne un peu à chaud. On disait aussi que le mode de j'achète une fois et puis ensuite je paye plus, c'est quand même un mode qui a tendance à disparaître. Pour un certain nombre de bonnes raisons, quand même, la plupart du temps, quand on sait que, d'abord, par exemple, développer des mises à jour ou de nouvelles fonctions, ça coûte de l'argent. Il faut quand même payer des équipes pour le faire. Donc, acheter un truc une fois pour toutes et puis avoir des mises à jour pendant 10 ans. Il y a des, au début de l'App Store, ça marchait beaucoup comme ça, quand l'App Store s'est ouvert sur l'iPhone, et il y a des développeurs qui ont plié, qui ont fermé boutique, et d'autres qui ont eu beaucoup de mal et qui ont changé de modèle économique parce que quand on a des coûts fixes qui durent tout le temps, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc ça me paraît pas un problème vraiment. Et puis moi je suis toujours épaté quand même parce que globalement le prix des applications a quand même beaucoup baissé, et donc on parle d'une application professionnelle dont on connaît déjà les qualités, quoi. Parce que c'est Final Cut Pro, la démonstration est plus à faire, et ça coûte 5 €, quoi. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte. Ça coûte rien. Et malgré tout, Apple va quand même avoir du mal. D'abord parce que dès qu'il faut payer quelque chose, ça grogne. Et puis, en face, il y a DaVinci Resolve qui est gratuit. Enfin, en tout cas, il y a une version gratuite qui existe, qui est déjà extraordinairement puissante. Et il y a une version, je ne sais plus quel est le modèle économique de DaVinci Resolve sur iPad, mais je crois que c'est juste la version gratuite qui est là. Donc malgré ce coût, ce prix somme toute assez bas, ils vont quand même avoir du mal. Mais enfin voilà, faut remettre les choses à leur place, quoi. C'est une application pro qui coûte 50 € par an. Enfin voilà, c'est quand même pas grand chose, quoi. Alors à titre de comparaison, je suis sur la page d'Adobe là, première, donc en version desktop, normalement est à 62,47 € par mois. Et en ce moment, il y a une offre à 31 € par mois. Oh, mais précipitez-vous, c'est pas cher. Non, mais je veux dire, avec l'offre, avec la réduc qui est de 50%, première vaut presque 10 fois plus cher que Final Cut. Oui, mais c'est une version desktop. Il n'y a pas de version première pour iPad. Il y a une version desktop je dis qui vaut 30. 10 fois plus cher que la version que Final Cut en version iPad. Ouais, alors je voulais répondre à Fabrice que ce prix des mises à jour et de la durée de vie de la... Oh putain, le prix de la mise à jour et de la durée de vie du soft est prise en compte dans le prix astronomique de départ pour la version ordinateur de Final Cut Pro. Et je regrette de voir d'une façon générale Apple tomber dedans. Ouais, pour rebondir sur le modèle économique quand même, c'est pas astronomique, quoi, 350 €. Non. C'est un logiciel qui est capable de monter des films qui sont diffusés en salle de cinoche. Enfin, c'est un truc, c'est hallucinant. Moi, il y a, je sais pas, 30 ans, quand on parlait de logiciel pro, machin, alors on était en francs peut-être, mais c'était 150 000 francs, quoi. Voilà. Oui. Donc et voilà. Et là, on a des trucs, mais ça coûte rien. Soyons sérieux, quoi. Ça coûte absolument rien pour les capacités que ça et les services que ça rend. Non, mais soyons clairs, fait comprendre. Si t'es un particulier qui veut utiliser Final Cut, c'est quand même un petit budget parce que c'est quand même 349,99 € pour être précis. Maintenant, si t'es une entreprise qui a besoin de Final Cut pour faire du montage, c'est que dalle. D'autant que les licences sont illimitées. Je suis bien d'accord, j'aurais dû dire la maudite somme.
pour, les licences faire sont pas illimitées. Non. Non. Dans le temps. Oui, dans le temps. Oui, dans le temps. Non, mais Temps, quand c'est- tu... c'est- Non, mais tu t'installes pas, t'achètes pas un Final Cut et tu le mets pas sur 200 postes, je veux dire. Quand tu l'achètes en ligne, comment ça se passe? Bah, tu l'installes, je crois que c'est limité à. Je crois que t'es censé le mettre sur. Tu peux le mettre sur 2 Mac, il me semble. 2 Mac, pas plus? Je veux pas dire de bêtises, peut-être 5, mais enfin bon. Avant, t'avais dit... Enfin, t'es censé. t'avais- 5 plusieurs machines qui appartiennent à la même personne, en tout cas. Voilà. C'est ça. Mais bon, il y a quelques limitations, mais enfin, c'est quand même pas grand-chose. Et une question qui reste, par exemple, aussi sur l'abonnement, c'est est-ce que ça fera partie du partage familial, par exemple on rappelle le partage familial, hein, donc on crée une famille au sein d'une famille iCloud, et puis on peut partager à peu près tout. Un des membres achète quelque chose et c'est disponible pour les autres. Ça marche pour les séries télé et les films qu'on achète sur l'iTunes Store. Mais la version familiale, par exemple, d'Apple Music, elle est pas au même prix que la version individuelle. Elle n'est pas au même prix. C'est pour ça qu'il reste une question sur le sujet, par exemple. Je pense que le prix qu'ils ont donné, c'est pour un usage individuel. Un poste. Ouais, c'est possible, ouais. Voilà, bien sûr. Il y aura peut-être une version familiale, mais c'est pas un soft familial, donc ça. Mais c'est pas un soft familial, donc. Il y aurait pas trop de logique, si tu veux. Sauf que je dirais pas comment, mais j'en connais des petites entreprises qui utilisent le partage familial d'Apple. Hein. Oui. Parce que des fois c'est bien pratique. Oui, c'est ça. Autre chose à dire sur le sujet? Ouais, rappelez, on parlait de format de fichiers, alors pas des fichiers Rush, effectivement, qui sont MP4, tout ce qu'on veut, enfin, en fonction ou ProRes, ou etc., en fonction de ce qu'on tourne. Mais juste, pour l'instant, il semble que on peut, quand on crée un projet sur l'iPad, on peut le reprendre sur le Mac, mais l'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas passer du Mac à l'iPad. Donc c'est un aspect très important parce que il semblerait que du coup le Final Cut Pro sur l'iPad n'a pas tout à fait la même cible que Final Cut Pro sur le Mac. Et notamment, et c'est, je trouve, souligné par ces aspects de prise de captation d'image avec les outils pro qu'on a évoqués tout à l'heure, depuis même l'iPad Pro, en tout cas l'iPad avec un M1 ou plus, où on fait tout sur l'iPad et éventuellement donc rien sur le Mac. Voilà. C'est quoi la cible c'est quoi la cible de Final Cut? A priori, la cible, c'est les créateurs de contenu, les youtubeurs, quoi, et tiktokers, et ceux qui font de la vidéo en ligne, et notamment, enfin, c'est souligné, ça le souligne, tout comme la fonction de mise de vidéo à la verticale automatique. Ça, on a, dans le petit film de 2 minutes, on voit pas bien la démonstration, est-ce qu'il faut juste il coupe au milieu ou pas, est-ce qu'il va faire un peu de travelling pour rattraper les choses importantes sur une vidéo pendant qu'il fait la découpe verticale. C'est peut-être un peu réducteur de penser que c'est un outil uniquement, enfin, ou essentiellement pour les youtubeurs. Je pense que pour l'univers du news, ça peut être un outil top aussi. Ce qu'on fait avec l'iPhone. J'imagine vraiment des équipes, un journaliste, un JRI qui bosse pour un JT. Faudra voir à l'usage la manière dont on s'en sert et le temps que ça permet de gagner, mais ça peut aussi avoir un sens pour du reportage vraiment à sortir très très vite, quoi. Concrètement, moi j'ai vu ça avec l'iPhone, des petits jeunes qui étaient vraisemblablement en stage de première année, qui avaient le type de dispositif que je décrivais avec la poignée et puis le micro, qui faisait un reportage sur la première scène Ice ici à Pau, et c'était en 2018 ou 2017. Et un autre truc concret, par exemple, mon kiné, il a acheté son iPad M1 à l'époque, c'était éventuellement pour faire de la captation de gens qui marchaient et pouvoir analyser le truc et éventuellement leur montrer pour corriger les trucs de marche quand il y a des... Typiquement, c'est ça, quoi.
Typiquement, le faire depuis un iPad et le monter comme ça C'est ça. Au doigt, comme ça peut être aussi vraiment top. Fabrice. Du coup, ça fait réfléchir à un autre aspect, malgré tout. C'est-à-dire que les iPad Pro ont un bloc un objectif photo, vidéo qui s'est bien amélioré, mais qui est pas au niveau de ce qui est capable de faire l'iPhone 14 Pro, par exemple. Notamment avec le capteur 48 mégapixels que l'iPad n'a pas. Et là, ça pose la question de savoir comment tu récupères tes images. C'est-à-dire que si tu filmes avec l'iPad et que tu montes avec l'iPad, c'est facile. Si tu filmes avec l'iPhone, comment tu récupères tes images? Et là, l'histoire autour justement de l'iPad, de la récupération des fichiers, de comment de brancher une carte, une carte SD, un disque dur, etc. L'iPad n'est pas au niveau de tout ça. Il n'est pas au niveau du Mac. Et pas encore. Alors c'est là où on en arrive à peut-être que c'est une partie des annonces d'iOS 17. On évoquait dans la quotidienne aussi, l'iPad a encore beaucoup de progrès à faire en termes de captation du son pour gérer de multiples sources sonores, etc. On pourra revenir du coup à Logic Pro à ce sujet. Voilà, il y a des logiciels pro qui arrivent sur iPad, mais le système d'exploitation de l'iPad pour l'instant n'est pas au niveau. Pour offrir toutes les subtilités que le Mac est capable de donner après tant d'années de raffinement, quoi. Mais il va l'être forcément, parce que le fait que Logic arrive en même temps que Final Cut, ça veut forcément dire qu'Apple a prévu des améliorations très notables de ce point de vue-là. Sinon, ça n'aurait aucun sens de sortir Logic si le soft n'était pas capable de gérer le multipiste dans tous les sens, des entrées-sorties, etc. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de questions sans réponse, mais je pense que le fait que les deux softs soient annoncés en même temps, justement, c'est très prometteur de ce point de vue-là. Il va sans doute se passer pas mal de choses, n'est-ce pas, Gilles? Oui, d'autant que il me semble qu'il y avait des choses intégrées au niveau du son dans Final Cut Pro 10 à l'époque. Est-ce que ça va être le cas dans la version iPad, ou est-ce qu'il va falloir combiner avec Logic Pro? Mais là, imagine l'usage qui est fait de Logic pour des petits concerts, pour des gens qui n'ont pas la version le MacBook Pro qui va bien, et la version ordinateur de Logic, où je crois qu'il y a un soft également, c'est Stage Manager. Il y a un logiciel, je crois, de gestion multipiste pour le concert. On peut faire des choses beaucoup plus légères pour des prestataires ou des groupes. Ce que GarageBand a pu représenter pour les gens qui faisaient du podcast à l'époque. Bon, en tout cas, ces deux softs arrivent le 23 mai. Ce sera donc pas mardi de la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, je vous promets un premier aperçu de Final Cut dans l'émission dans 15 jours. Puisque je me jetterai dessus dès les premières heures du jour, parce que moi c'est un soft que j'utilise littéralement tous les jours pour travailler, donc je suis très content de cette nouvelle. Peut-être qu'on peut juste rappeler avant de se quitter les iPads compatibles, Fabrice, parce que moi-même j'ai fait une petite confusion quand on a enregistré la quotidienne. C'est pas uniquement pour les iPads à processeur Apple Silicon. M1 en tout cas, M1, M2. C'est bien conseillé. Là, tu rajoutes. Parce que je sache, alors ça, ce serait une vraie nouvelle, il n'y a pas eu d'iPad à processeur Intel. C'est ça. Je veux dire non, mais pour être très clair, M1, M2. effectivement, oups. Il y a Final Cut Pro est réservé aux iPads munis d'un processeur M1 ou supérieur. Ça veut dire que l'iPad Air, avec un processeur M1, est capable de le faire tourner. C'est intéressant quand même, malgré tout. Pour ce qui est de Logic Pro, qui fait que de l'audio, donc un processeur A12 Bionic est suffisant. Donc ça remonte à 2-3 générations en arrière. Enfin,
n'importe quel iPad, en gros, est capable de faire tourner Logic. Après, il faudra voir les limitations en nombre de pistes, par exemple. C'était rigolo de voir tous les tests comparatifs dès les premiers Mac à puce M1 où des gars ont commencé à mettre des dizaines et des centaines de pistes audio dans Logic jusqu'à essayer de trouver le point d'essoufflement. C'était souvent, toujours très haut, quoi. Voilà. Donc là, je pense on peut s'attendre à voir des vidéos comparatives entre l'iPad 10 et l'iPad Pro M2. Combien de pistes audio dans Logic on pourra mettre. Ça va intéresser tous les pros de la musique et du son. Merci les garçons. Dans quelques minutes, on va s'intéresser à la chute d'un leaker Analyst 941. Mais dans un instant, d'abord, la rumeur de la semaine, elle concerne la prochaine Apple Watch et un nouveau processeur dont on parle. À tout de suite. L'Apple Watch série 9, si tout se passe comme prévu, sera annoncé au mois de septembre en même temps que la gamme iPhone 15. On était parti pour s'attendre à une copie quasi conforme de la série 8. Et mine de rien, au fil des jours et des semaines, on a l'impression qu'entre WatchOS 10 et peut-être un nouveau processeur à l'intérieur de cette Apple Watch, eh bien, on pourrait peut-être se diriger vers une évolution relativement importante. Et donc, Fabrice, ce nouveau processeur, ce serait en fait un dérivé du A15 de l'iPhone qui était arrivé avec la gamme iPhone 13. Alors c'est à n'y plus rien comprendre, effectivement, parce que et en même temps on a envie de dire enfin, parce que série 8, série 7 et série 6 partageaient en gros à peu près le même SoC, le même processeur et package dans la montre. Donc il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution en termes de puissance, il n'y avait pas eu besoin finalement, la montre était suffisamment puissante, c'était très bien. Mais là, en fait, ça semble vouloir accompagner donc ce qu'on s'attend à voir dans WatchOS 10, c'est-à-dire là une vraie refonte effectivement logicielle avec peut-être plus d'utilisation d'informations diffusées sous forme de widget plutôt que d'applications par exemple. Donc visiblement, ça pourrait mener à des demandes de plus grande puissance ou en tout cas de meilleure gestion de l'autonomie. On sait que l'autonomie de la montre, c'est quelque chose qu'il faut gérer vraiment au goutte à goutte, tellement les ressources de la batterie sont petites. Voilà, donc ce serait basé sur l'A15 de l'iPhone 13. L'iPhone 13 avait marqué une vraie progression de l'autonomie par rapport à l'iPhone 12. Ouais. Notamment en consommation d'énergie en mode 5G. L'iPhone 12 n'a pas été terrible en 5G. Voilà, il y avait un vrai gain d'autonomie avec l'iPhone 13. Donc, on sait que les processeurs Apple sont basés sur tout un tas de cœurs, soit efficaces, soit puissants. Je suppose qu'un cœur efficace d'iPhone 13, ça suffit pour faire tourner une montre. Peut-être que c'est ça qu'on aura dans la série 9. Ouais. Gilles, qu'est-ce que ça peut représenter comme gain de passer du processeur actuel à ce nouveau processeur, selon toi? Le gain, je n'ai aucune idée, sachant que on va avoir une partie du bonus qui va être, comme disait Fabrice, mangé par le changement de l'interface. Et puis éventuellement un agrandissement de l'écran, d'après mes souvenirs. Il me semble qu'il y avait une rumeur d'agrandissement de l'écran. T'es pas en train de te souvenir des rumeurs sur l'Ultra, là, plutôt, parce que... c'est possible. Ah ouais. Je crois que l'écran doit pas trop changer, en tout cas. C'est ce qu'on a lu au départ, mais c'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'on a vraiment lu au départ des rumeurs disant que la prochaine Apple Watch, il n'y aurait pas grand chose à se mettre sous la dent, et plus les semaines passent, plus elle devient digne d'intérêt, je trouve, cette future Apple Watch. Est-ce que c'est une rupture, une marche, un effet falaise par rapport à la génération précédente et aux concurrents qui, eux, ne restent pas les deux pieds dans le même sabot? Ou est-ce qu'ils vont prendre comme Microsoft au bon vieux temps
du système Intel, une partie du gain de puissance pour ajouter de l'utilisation et de l'interface utilisateur plus agréable. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas... tu parlais de l'Ultra, Benjamin, tout à l'heure. Ouais. Pendant plusieurs années, donc effectivement, chaque nouvelle itération de l'Apple Watch, c'était bon, c'est pas grand-chose, ça fait pas tellement plus, l'écran a grandi un petit peu, mais bof, voilà. Au moment de l'arrivée de l'Ultra, il y a eu un vrai regain d'intérêt parce que nouveau design, parce que nouvelles fonctions, en tout cas même au niveau matériel, de résistance, d'écran encore plus grand, d'écran totalement plat, etc. Et puis avec là aussi des discours de dire bon d'accord, matériellement c'est mieux, le processeur dedans finalement c'est le même que les autres, ça va pas plus vite, donc il y a encore un retard au niveau logiciel, un peu comme on évoquait pour l'iPad tout à l'heure. Ce que j'avais évoqué ça dans la quotidienne, ce que je crains un peu, c'est le morcellement de la gamme, c'est-à-dire que si la nouvelle interface qu'on sent se dessiner demande plus de puissance, ça veut dire que certaines montres vont sortir aussi. Donc la série 3 est sortie, enfin c'était un peu loin, mais peut-être que la série 4 aussi, ou l'Apple Watch SE, etc. Ou qu'un certain nombre de fonctions seront interdites aux montres d'ancienne génération. Je crains un peu ça, en fait. J'ai du mal à imaginer autre chose. S'il faut un processeur plus puissant pour les nouvelles fonctions, alors que vont devenir les montres précédentes ? Bon, on a encore un petit peu de temps pour en parler, je pense, parce que c'est pour le mois de septembre, donc mai, juin, juillet, août, allez, 4 mois. 4 mois encore de rumeurs à suivre à propos de cette future Apple Watch qui commence à me titiller un peu, j'avoue. Au-delà des évolutions liées à WatchOS, ils sont forts chez Apple. Allez, on marque une pause et on ouvre le dossier de la chasse aux fuites chez Apple. Peut-être que la proximité de la keynote du 5 juin n'y est pas pour rien. En tout cas, on a l'impression en ce mercredi fin de journée avec les infos qui arrivent quasiment en temps réel que l'un d'entre eux s'est fait coincer. C'est le fameux analyste 941 qu'on a cité déjà une demi-douzaine de fois depuis un mois. Donc il était relativement actif avec des infos qui apparemment venaient de sources très très fiables puisque sa sœur travaillait chez Apple. Elle vient de se faire licencier selon lui. On y revient dans un instant. Son pseudo sur Twitter, c'était Analyste 941, ou plutôt 941, allusion, clin d'œil à l'heure fétiche de Steve Jobs, cette heure qui est affichée sur tous les appareils Apple pris en photo ou qui apparaissent dans des vidéos. Et Analyste 941, en tout cas depuis un mois, eh bien, il a sorti plusieurs infos. Souvenez-vous, il y a plus longtemps que ça, il y a presque 6 mois, il a été parmi les premiers à sortir une info sur le Dynamic Island. C'était avant l'annonce de la gamme iPhone 14 Pro et Pro Max. Et puis depuis, il avait multiplié les tweets avec des infos qui semblait crédible. Et donc en ce mercredi, on s'est rendu compte que son compte Twitter était suspendu. Ça a été fait du jour au lendemain. Et juste avant de démarrer cette émission, Gilles, tu nous as fait suivre un message que lui-même a posté sur les forums de Macromorse. C'est plus une lettre de départ en anglais, et je te proposerais bien, Fabrice, si tu l'as sous les yeux, de nous la traduire, parce que elle dit beaucoup sur la fragilité de ce garçon qui se rend compte qu'il est dans une situation sans doute très délicate, et pas seulement parce que sa sœur s'est apparemment fait virer à cause de lui. Oh merde. Oui, alors voilà, donc ce qu'il a posté, c'est ceci est mon dernier message à tout le monde. Je ne participerai plus à ces forums, mais vous avez le droit à un vrai au revoir. Je ne veux pas partager ici trop de détails
pour l'instant, parce que à cause de potentiels problèmes légaux, mais plusieurs. Alors en anglais, c'est multi-step sting, c'est donc comme s'il avait été piqué plusieurs fois. Donc il a dû avoir plusieurs piqûres de rappel, en tout cas. On fait que plutôt sa sœur donc a été virée d'Apple, et je pense que malheureusement d'autres actions juridiques vont être prises contre nous deux de manière séparée. Le paragraphe suivant, j'arrive pas à croire à ce que j'ai fait. Je suis désolé d'avoir fait ça à ma sœur et à Apple complètement. Donc il y a un paragraphe d'excuses complet, quoi. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je sais qu'elle est complètement détruite, qu'elle doit me haïr pour le moment. Et je suis même pas sûr d'avoir encore une sœur. Effectivement, les termes sont très forts. Je ne suis même pas sûr que je vais pouvoir avoir une vie après ça. Je ne sais pas ce qui peut arriver à partir de maintenant. C'était agréable le temps que ça a duré. Et pour tous ceux qui sont dans le cas dans lequel j'étais, c'est-à-dire qui ont des sources, mais faites en sorte de garder... de ne diffuser que le minimum de détails, sinon ça peut faire mal. Il y a eu plusieurs points de rupture. Pratiquement tout le monde a eu une combinaison de dates de sortie, et malheureusement, la combinaison que j'ai partagée sur Twitter correspondait à la combinaison qui a été donnée à ma sœur pour le calendrier de sortie de FCP, de Final Cut Pro et de Logic. Peut-être qu'on peut rappeler, pour donner du contexte, c'est que voilà, les dates de sortie de Final Cut Pro et de Logic pour iPad n'étaient pas connues, et il semblerait, et c'est ce que semble confirmer ce paragraphe, que Apple a donné à certains leakers, et peut-être lui en particulier, quelques infos différentes, et pour pouvoir repérer les leakers en particulier, et notamment donc du coup repérer sa sœur, si on en croit cette chose-là, parce que je voudrais quand même insister un peu. Pour l'instant, on est au courant vraiment de rien, quoi. On n'a que ces messages-là qui sont signés de gens donc on ne connaît pas, quoi. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'il semble qu'ils aient été repérés. Voilà. Et donc, il termine en disant je l'ai peut-être déjà partagé un peu trop par rapport à cette situation, donc je vous dis au revoir. Merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'à moi et de m'avoir écouté, et puis utilisez mon expérience que je partage, et ne faites en sorte que ça ne vous arrive pas, ou à quelqu'un que vous aimez. Et il laisse aussi le fait accès à sa clé de cryptage PGP qu'il avait diffusé sur les forums de MacRumors, en disant écoutez, voilà, si vous voulez me contacter de manière confidentielle dans le futur, utilisez cette clé, sauvegardez-la maintenant, parce que ce compte va être le compte qu'il utilisait sur MacRumors va être effacé dans les 24 heures suivant la publication de ce message. Voilà, donc ça c'est pour ma sauvegarde. Et effectivement, le lien qu'avait donné, qui marchait tout à l'heure, le lien qu'avait donné Vadim Yuriev ne fonctionne plus. La page est en 404. Il faut dire un truc, c'est que c'est ce que j'appelais la fluorescéline il y a un certain nombre de mois maintenant, où on donne des informations fausses. Fausses infos. On sait à qui on les donne, et à partir de la couleur qui ressort dans le circuit général, on sait d'où vient la fuite, quoi. Ouais. Alors, juste pour préciser, parce que tu disais, Fabrice, et tu mettais des réserves, et tu fais bien sur la réalité de tout ça. Ce qu'on sait, c'est que cette source, donc, qui n'est pas identifiée à part son pseudo, hein, donc Analyst 941, c'est effectivement lui, ça a été un des rares à parler du Dynamic Island avant son annonce par Apple. Ce qui en faisait déjà une source intéressante, parce que
son info tenait la route. Ce qu'on sait aussi, c'est que son compte Twitter a été fermé ces dernières heures sans qu'il l'ait annoncé. Et puis on a effectivement ce tweet de Vadim Yuriev qu'on connaît bien parce que il est très proche de Frédéric Crassa, notre ami spécialiste des composants et des processeurs. Et quand une nouvelle machine sort, il la met à contribution pour voir ce qu'elle a dans le ventre et il réalise des tests alors qui sont discutables, mais en tout cas qui sont toujours intéressants à observer. Et donc effectivement, il explique dans son tweet initial que Analyst 941 a apparemment été attrapé par Apple, c'est ce qu'il dit. Et effectivement, c'est d'autant plus marquant que l'annonce de Final Cut pour iPad ait eu lieu il y a quelques heures, que c'est l'info a priori qui a permis à Apple de remonter jusqu'à lui. Puisque lui, il y a quelques jours, on avait relayé cette info dans la quotidienne. Je crois que c'était il y a exactement une semaine. Il faisait savoir que Final Cut sur iPad ne sortirait pas avant l'année prochaine. Alors que le soft était sur le point d'arriver. Donc il y avait un énorme décalage entre la rumeur et la réalité de l'info. Il faut dire le titre de la série de posts qui ne concernait pas uniquement Final Cut Pro et Logic, c'est nouvelle fonctionnalité par un développeur, un insider de l'équipe de développement d'iOS, iPad OS, WatchOS. Donc c'était signé, il y avait de quoi... il était trop précis, le garçon. Il y avait de quoi éveiller l'intérêt et la méfiance. Ouais. J'en fais un sujet au masculin, mais j'en sais rien, évidemment. C'est un raccourci complètement gratuit. C'est peut-être une fille. Vraiment, je n'en ai absolument aucune idée. Juste pour que vous ayez une idée des infos qu'on a eues, ou en tout cas qu'on a vu passer signé Analyst 941 ces dernières semaines. Il n'y a pas si longtemps, on avait l'info selon laquelle WatchOS 10 permettrait d'appairer sa watch avec plusieurs iPhones. Ça, c'était signé Analyst 941. On avait eu le 27 avril Apple qui travaillerait sur une version spéciale d'iPadOS 17 destinée à des iPad Pro plus grands que le 12,9 pouces actuel. Et le premier de ces géants devrait arriver l'an prochain. Il s'agirait d'un modèle de 14,1 pouces propulsé par un processeur M3 Pro. Et ça aussi, c'était signé Analyst 941. Donc, c'est-à-dire, si ces infos sont exactes, c'est vrai qu'elles sont quand même assez précises. Donc, c'est évident qu'Apple, en voyant passer ça, a dû se dire oula, on va s'arrêter. On va s'arrêter tout de suite, c'est ça. Et puis à propos d'iOS 17, et là on était le 13 avril, donc c'était quand même assez rapproché. Il sortait des infos quasiment toutes les semaines. Il avait révélé que au programme donc d'iOS 17, on aurait probablement des widgets actifs plus dynamiques. Le Dynamic Island verrait son usage étendu et une dizaine de fonctions qui existent déjà deviendraient plus paramétrables, notamment l'accessibilité, le Always On Display ainsi que l'appli santé. Et en termes de rétrocompatibilité, il affirmait que tous les iPhones qui peuvent faire tourner iOS 16 seraient aussi compatibles avec iOS 17. Voilà, en remontant un historique vraiment très court. C'est sur moins d'un mois les infos qui avaient sorti Analyst 941. Alors la question que je me pose, en fait, elle est liée à la proximité de la keynote du 5 juin. D'un côté, il y a évidemment les dommages que ça cause à Apple que ces infos soient dévoilées hors de son contrôle, mais il y a aussi les infos propres à la keynote, et peut-être qu'Apple avait aussi la crainte que les surprises qu'elle nous réserve pour le 5 juin se retrouvent éventées par ce type de leaker. Oui, il était dangereux, et en plus,
enfin dangereux. Il Oui. était trop précis et c'était pas, comment dire, c'était pas supportable parce qu'il pouvait sortir n'importe quoi. Vu le ton du truc d'excuses et comment il expose des trucs personnels qui le touchent. Moi, je vois un ado à qui sa grande sœur, avec qui sa grande sœur partageait des trucs et qui en voulait toujours plus. Et en fait, il est catastrophé parce qu'il se rend compte de la catastrophe qu'il a provoquée. Je rapproche de ça la tête qu'a fait Mark Gurman quand je lui ai demandé s'il avait fait le serment inviolable. Tu nous avais dit mettez-vous-le dans la poche, faites-le rire, faites des trucs sympas. Il a pas rigolé. J'ai essayé de faire de l'humour. Il a pas rigolé du tout, quoi. Fabrice, ton sentiment sur la période, est-ce qu'Apple veut faire un exemple là pour calmer les autres aussi? Dans le contexte de Mark Gurman qu'on a eu la semaine dernière, effectivement, c'est intéressant d'y faire référence parce que on a été, il me semble, à la fois étonné de la précision d'un certain nombre de choses qu'il a pu nous dire sur la description même physique du casque de réalité mixte dont on a parlé, et aussi en même temps de ses précautions oratoires sur certains sujets pour prendre vraiment du temps avant de répondre pour décider ce qu'il allait dire ou pas. Et c'est frappant dans la liste que tu nous as faite sur tout ce qu'avait pu dire Analyste 941, il a peut-être pas pris suffisamment de précautions. Voilà. Donc résultat, ça a peut-être quand même été plus facile entre guillemets pour Apple de cibler la chose et puis de découvrir qui c'est. Si donc cette histoire s'avère vraie, je réinsiste sur le fait qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes parce qu'on est en plein aussi, on fait un peu, c'est de la dramaturgie autour de tout ça. Bon voilà. Cela dit, moi ça m'a rappelé pour faire une nouvelle fois mon vieux combattant du temps où j'étais à SVM et que je couvrais déjà les petits appareils. Il y avait la marque anglaise Psion, P-S-I-O-N. Bien sûr. Et au moment de la sortie du Psion 5, formidable appareil, les premiers modèles qui avaient été confiés à certains journaux, chacun avait une couleur différente. Parce que du coup, si il y avait une photo qui sortait, on savait... et il nous avait dit, attention, on vous dit pas quelles sont les autres couleurs, mais vous avez... c'est pas les vraies couleurs, et celles que vous avez n'existent qu'en un seul exemplaire. Alors faites gaffe. C'était peut-être pas Ils vrai. avaient averti aussi. Ça marchait. Je pense que c'était vrai, parce que j'en ai vu de plusieurs couleurs après. Ah. J'en ai vu un rouge, un vert, un jaune. Donc... j'ai eu le sentiment que c'était vrai. T'as raison, hein, il faut aussi prendre ça avec des pincettes. Mais voilà. Donc voilà, dans ce contexte-là, ça fait quand même... Apple cherche à garder son culte du secret efficacement, avec plus ou moins de réussite, on le voit bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Tu l'as rappelé, la Dynamic Island, c'était un vrai truc. Et en même temps, se donner les moyens de faire la chasse aux leakers, il faut faire ça, il faut diffuser des fausses infos pour voir qui c'est qui sort quoi. C'est quelqu'un qui se prend les pieds dans le tapis avec ça. Voilà. Et ça semble confirmer aussi ce que pour revenir à Mark Gurman encore, ça fait quelque temps qu'il dit que cette keynote donc du 5 juin prochain est une des plus importantes depuis de ces dernières années, parce qu'il y a, si c'est vraiment ce qui semble se confirmer, le cas de réalité virtuelle et ceci, cela, c'est énorme pour potentiellement l'avenir de la société. Donc là, ça confirme ça quand même. Hein, voilà. Faut garder un effet de surprise, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Bon, en tout cas, on lui souhaite de pas trop mal s'en sortir à Analyste 941. J'ai l'impression à le lire que c'est quelqu'un d'assez jeune et qui s'est peut-être pas tout à fait rendu compte des précautions qu'il faut prendre dans ce genre de cas et aussi des conséquences et effectivement ça risque d'être compliqué pour eux deux au-delà de la perte d'emploi de sa sœur si ça se confirme. Allez, on
On prend 3 secondes pour respirer, boire un coup, et puis on fait un point sur les dernières mises à jour sorties, peut-être les dernières avant la dub justement. Alors les dernières mises à jour peut-être des systèmes actuels avant les prochaines versions se préparent. On en est au bêta 5, voire au release candidate, n'est-ce pas Fabrice ? Oui, release candidate, c'est-à-dire donc pour iOS 16.5, iPadOS 16.5, WatchOS 9.5, tvOS 16.5, HomePodOS, je sais plus si ça doit être 16.5 aussi. Ouais, je ne me rappelle rappelle pas plus. Les oublier. Bref, .5. Donc les versions quasi finales de ces versions .5 sont prêtes. Probablement donc pour la semaine prochaine. Alors en fait, on connaît la date parce que pour l'anecdote, ils ont aussi annoncé en même temps les nouveaux cadrans Pride dont ils ont donné la date de sortie en disant que ce sera dans WatchOS 9.5. Donc on connaît la date qui m'échappe là maintenant, mais ça c'est pour l'anecdote. Donc en gros c'est la semaine prochaine, on sait que c'est l'année prochaine. C'est ça. Ils disent pas la date de sortie des systèmes, mais ils donnent la date de sortie d'un cadran bracelets qui a besoin du système. Donc donc on connaît la date, voilà. Mais c'est pas bon, il y a rien de, ça casse pas des briques, hein, c'est des corrections d'erreurs. On avait évoqué dans la quotidienne une des fonctions une des nouvelles fonctions d'iOS que je me suis empressé d'oublier parce que en fait c'est pas très important tout ça. Je me rappelle de. Mais tu sers à rien aujourd'hui. Non, exactement. De l'onglet oublié. Sport dans Apple News parce que voilà, ça m'avait frappé tellement ça servait à rien. Enfin voilà, c'est pas essentiel. Et voilà, donc rien de bien spécial quand même. Hein. Voilà. Alors à l'heure où on se parle, il y a que les versions développeurs des release candidates qui sont disponibles. Les versions bêta publiques enfin les versions release candidate mais accessibles via le programme bêta public devraient arriver incessamment, donc a priori quand vous écouterez cet épisode elles devraient être disponibles et donc sorties sans doute la semaine prochaine. C'est généralement le lundi soir heure française que ça arrive ou le mardi, donc si vous êtes à l'affût, tenez-vous prêts. Vous pensez que ce sera les dernières mises à jour entre guillemets mineures de ces OS ? Non, parce que à partir dans 3 semaines, on va commencer à parler d'iOS 17, dont on aura les premières bêtas, développeurs en tout cas, mais la version finale d'iOS 17, c'est pour septembre. Donc d'ici là, je ne serais pas étonné d'abord qu'il y ait une 16.5.1 pour corriger les erreurs apportées par la 16.5, et puis qu'il y ait encore 16.6 pour donner 2-3 trucs, surtout si il faudra voir dans macOS 13.4 qui est en release candidate aussi, si éventuellement quand ce sera sorti on va trouver des traces du MacBook Air 15 pouces dont on attend l'annonce à la WWDC aussi, mais sinon s'il y a de nouveaux appareils qui sont annoncés à la WWDC, il faudra bien aussi des systèmes qui les prennent en compte, ne serait-ce que pour ajouter leur nom dedans. Donc non, je pense qu'il y aura pour iOS sûrement 16.6 d'ici septembre et tous les points 6 qui suivront avant la sortie d'iOS 17. Gilles, tu fais les mises à jour bêta toi ou pas du tout ? Du tout. J'ai pas le matériel pour la plupart des en double pour la plupart des OS. Et puis non, j'ai arrêté évite de faire des bêtises. Oui, j'ai entendu mes camarades bien informés et qui qui servent de bureau des pleurs et de service d'urgence pour ce genre de bêtises. Donc, je les écoute religieusement. C'est bien. Ah, la voix de la raison, c'est bien. Moi, c'est vrai que pendant les mois d'été, là, quand il y a les bêtas publics qui commencent à devenir un peu stables, j'ai tendance à me jeter un peu quand même, hein, parce que j'ai du mal à attendre jusqu'au bout. Bah, quand tu as l'appareil dispo pour les installer,
Non, mais c'est justement, C'est sympa. c'est pour ça que je parlais de la voix de la raison de Gilles, que je ne suis pas forcément, oula. parce que Oh là là. il m'est arrivé plusieurs fois d'installer ça sur sur mon ordi, quoi, voilà. D'accord, oh là, il est fou. Des fois... Ne faites pas comme lui. Ça fait des frayeurs, voilà. Alors laissez-moi faire à votre place et je vous raconte les horreurs s'il y en a. Si au moins tu fais ta sauvegarde avant, on pardonne. En plusieurs exemplaires. Ah bah oui, mais c'est la condition sine qua non, évidemment. Absolument. Bon, bonne chance à vous en tout cas si vous installez les bêtas. Non, je plaisante. Non, mais toujours sur une machine secondaire si vous le pouvez et si c'est sur votre machine de production, surtout, faites une sauvegarde avant d'installer ces bêtas. On se retrouve... ne le dites à personne. Oui, c'est ça. On se retrouve dans 3 secondes avec nos coups de cœur de la semaine. Les coups de cœur, les cartons de la semaine. On commence avec toi, Gilles. Tu vas nous adoucir un peu l'esprit, c'est ça ? Oui, la musique adoucissant les mœurs. Oui. Shazam reconnaît enfin la musique classique et renvoie sur Apple Classic. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'était vraiment un truc au départ qui était assez frustrant sur l'application quand elle a été lancée. Et là, vraiment, c'est un truc qui était nécessaire. Ça n'aurait pas été la première fois qu'Apple laisse traîner des choses qui sont considérées comme nécessaires par les utilisateurs et plutôt superfétatoires par le staff de Cupertino. Là, ils ont visiblement misé beaucoup sur cette application classical pour le reste du monde et du coup ils font les choses bien et ils font ce qu'il faut. Super, donc ça marche tout seul, il suffit d'avoir Shazam sur son iPhone. Hein. C'est ça, ouais, faire la mise à jour quand on faire les choses bien. Alors excusez-moi, j'ai un petit doute parce que l'application Apple Music Classical n'est disponible toujours que sur iPhone et ça va pas. Ah oui, c'est incompréhensible. Non mais parce ça que va venir. Un truc qui existait sur toutes les plateformes, mais laisse-leur un peu de temps. Laisse-leur un peu de temps. Je suis sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Le ronchon de service s'est réveillé. Voilà. On a réveillé le ronchon. C'est son côté tracasseur là. Bon Fabrice, tu veux commencer par dire du mal, du coup t'es chaud là. Exactement. On a parlé il y avait des morceaux de vidéo de la démo d'une société qui s'appelle Humane, qui a fait la démo d'un petit appareil censé être basé sur l'intelligence artificielle. Vous vous rappelez peut-être, donc c'était pendant une conférence TED. Donc c'est 2 anciens d'Apple qui travaillent sur le sujet avec un petit appareil que dans la démo montré comme ça qu'on porte dans la poche de sa veste ou de sa chemise. Là c'était sur une veste et on interagit avec cet appareil avec la voix essentiellement uniquement même. Et c'est censé être l'avenir. Et alors là, maintenant, on a la vidéo de 13 minutes qui est disponible en entier pour montrer qui fait une démonstration un peu plus complète de ce petit truc-là. Et je trouve que c'est une des démos les plus ratées de toute l'histoire de la technologie. Alors c'est pas l'intégrale, hein, t'as vu, c'est coupé. Hein. Il y a que les moments de démonstration, il y a aucun moment d'explication. Bah oui, mais alors, il faut qu'ils arrêtent parce que on n'y croit pas une seconde. Même cette vidéo de démonstration est remplie de, comme l'a dit tel grand homme, comme l'a dit telle grande femme, l'intelligence artificielle, ceci, cela. Ça donne pas envie du tout. Enfin, moi, je vous prédis qu'on ne parlera plus jamais de ce truc-là. Ça ne sert à rien, quoi. J'ai trouvé autant j'avais été intéressé par les vidéos, les petits bouts qui avaient été qui avaient fuité. Ça s'était bien organisé, ça, il n'y avait pas de problème. Ouais. Autant là, pour moi, je trouve que ça ne fait que confirmer que l'approche est complètement con, quoi. Bon, on rappelle qu'ils ont levé 260 millions de dollars pour ce projet.
Ouais. Et que c'est donc un couple, ce sont deux anciens de chez Apple qui ont quitté Apple en 2016 et qui travaillent depuis 7 ans sur ce projet dans le plus grand secret, ce qui a créé aussi, ce qui a contribué à créer le buzz. Peut-être à tort. Moi, je suis pas complètement d'accord avec toi, Fabrice. En revanche, je ne comprends pas qu'il n'ait pas laissé l'intégralité de la conf. Parce que là, on a juste les petits moments de démonstration où il appuie sur son boîtier. Un coup, il lui fait traduire une phrase de l'anglais au français. Un coup, il lui montre une barre de Milky Way et lui demande si c'est bon pour lui d'en manger. Un coup, c'est sa femme qui téléphone. C'était le côté waouh. Il tend la main et en fait, la paume de sa main sert d'écran. Il y a un petit faisceau de lumière qui sort du boîtier, donc qui projette le nom de sa femme et trois boutons sur lesquels il peut appuyer avec le doigt. Voilà, donc il y a le côté waouh, mais il n'y a pas l'explication. Ouais, mais moi je vais te dire pourquoi on n'a qu'une version même encore un peu expurgée. C'est que même dans la version raccourcie, on s'ennuie. D'accord. Bon, moi je demande à voir la suite quand même. J'avoue, je réserve mon jugement pour l'étape suivante. Voilà, bon, c'était mon coup de bambou, voilà. Si j'ai pas aimé, on me demande ce que j'aime pas, je le dis, voilà. Bon, mais s'ils veulent venir dans les week, on les invite. Ah bah oui, il va falloir qu'ils rament un peu pour me convaincre. Bon, heureusement, tu as un coup de cœur cette semaine. Ouais, un coup de cœur, alors c'est lié on va pas te quitter comme ça. aux appareils qui utilisent... comment ? On va pas te quitter comme ça. Non. Les appareils qui utilisent Find My, donc localisés, donc on connaît tous les AirTags, les tags Chipolo pour retrouver ses clés, son portefeuille, tout ça. Et là, il y a un petit appareil qui n'est pas encore disponible tout à fait encore, qui s'appelle Orbit X Glasses. Et donc c'est... il faut imaginer un AirTag, mais sous une forme un peu plus petite, un peu plus allongée, qu'on peut mettre directement sur une branche de lunettes. Voilà. Ah oui, et c'est donc, tout quand on petit. a des lunettes qu'on ne porte pas tout le temps, comme moi j'en ai là par exemple, ça se colle sur une branche de lunettes et du coup, on peut ensuite chercher ces lunettes qu'on a perdues via l'application localisée sur son iPhone. Voilà. C'est génial. Je trouve ça génial, voilà, parce que pour faire référence à un truc, à un comique, là, où est-ce que j'ai mis mes lunettes ? Voilà, des fois on les a juste sur son front parce qu'on les sent plus. On peut trouver ces lunettes grâce à ça. Je trouve ça génial. Ça va coûter 49 €. Ouais. Le principe, c'est que c'est un petit appareil qu'on colle sur une des branches de lunettes. Alors évidemment, il faut avoir des branches de lunettes un petit peu épaisses. Si on a des lunettes genre fil de fer, ça va pas marcher. Il faut le charger de temps en temps, tous les 2-3 mois, je crois. Avec voilà, forcément, c'est tout tous petit, les mois. Donc il y a des tous les mois. Voilà. C'est un mois l'autonomie, mais c'est pas. Voilà. Donc c'est pas beaucoup, mais bon, si vous savez que vous passez votre temps à chercher vos lunettes, c'est clair que vous pouvez pas mettre un AirTag sur les lunettes, quoi. C'est trop gros, c'est trop lourd. Donc, à moins de mettre ça sur... c'est génial. Si vous portez des lunettes avec une lanière autour du cou, alors il faut mettre l'AirTag sur la lanière. Ça existe aussi comme appareil. Voilà. Je trouvais que c'était une bonne idée et qu'il y a tout un tas de modèles de lunettes auxquels ça peut s'adapter. Voilà. Donc, on peut trouver ça sur... findorbit.com, donc findorbit.com/fr comme ça on a tout de suite la page en français et on peut faire de la précommande maintenant. C'est censé commencer à être envoyé au mois de mai, donc maintenant, mais maintenant. Voilà, je ne sais pas, voilà. Mais je trouve l'idée géniale, donc voilà, ça c'est... Ouais, génial, ouais. Et il faut au moins que les branches fassent 4 mm de large pour pouvoir le fixer. Voilà, donc les lunettes qu'on voit sur le nez de Gilles, je pense, sont pas adaptées, par exemple. Ouais. C'est plutôt pour des lunettes à bord un peu épais, comme moi j'en porte de temps en temps. Comme ça. Ouais, ou des types Ray-Ban, ou des lunettes comme les tiennes, ouais, effectivement. Mais c'est une super idée parce que alors bon, peut-être pas pour des lunettes de soleil basiques parce que
ça vaut à peu près le prix du tracker, mais pour des lunettes de vue avec des verres chers, c'est un budget. Enfin, bon, moi j'ai des lunettes avec des verres, j'ai pris des verres de très bonne qualité, je les ai payés 800 balles, hein, donc voilà, exactement. j'ai aucune envie de les perdre. Donc j'avoue que si je pouvais les retrouver avec un petit tracker, je crois que tu viens de leur faire une vente. Mais ça, voilà, non, mais ça marche pas pour les myopes. Tu nous feras un test. Et puis en plus, pour rappeler que il y a un truc, l'application localisée, c'est quand même formidable. Et puis c'est un des trucs qu'on peut demander à Siri, parce que Siri ne sert pas à grand chose, mais ça sert quand même à ça. Par exemple, et machin, trouve-moi mon portefeuille, et machin, où sont mes lunettes. Et donc, on va pouvoir faire ça à sa montre, ça repère l'hypopète. Voilà, donc c'est une bonne idée. Voilà. Donc, ils font plein de produits. Ils font plein de produits pour les vélos, pour les portefeuilles, pour les. Intéressant. Mais ça marche pas pour les myopes. Pourquoi ? Vas-y. Parce qu'ils ont toujours les lunettes sur le nez, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, merci les amis. J'ai beaucoup aimé les coups de cœur d'aujourd'hui. Bon, merci de votre fidélité, de votre soutien sur patreon.com/iWeek. On a besoin de vous pour continuer et pour développer iWeek. Merci pour vos notes 5 étoiles aussi sur Apple Podcast et pour vos avis toujours riches en enseignements pour nous. Salut les copains, salut Gilles Dunès. Et salut Benjamin Vincent. À la semaine prochaine. Je compte sur toi, hein. On se comprend. On va essayer. Salut Fabrice Neumann. Salut à tous, salut Benjamin, salut Gilles. Suivez-nous sur les réseaux Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et Mastodon @iWeekNews @mastodon.world. N'oubliez pas la version vidéo dès jeudi sans pub sur Patreon et à partir de dimanche sur YouTube. On avait pris un peu de retard dans la mise en ligne et oui, ça arrive, on a fait de notre mieux pourtant et le rattrapage est en cours. Ouf. Dans un instant, nous, on enregistre le bonus hebdo pour notre communauté Patreon justement. Et pour en profiter, c'est la même adresse, patreon.com/iWeek. Prenez bien soin de vous, passez une bonne soirée, une très belle semaine, un bon week-end. Et on vous dit à dans une semaine, au milieu de la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Bye bye.